Effectivement, je vais vous parler d'outils de prélèvement et puis je vais un petit peu ouvrir aussi sur les perspectives à plus ou moins long terme sur ce domaine des surfaces contaminées. Donc, comme vous avez pu le voir depuis, au cours de la journée, en fait, le matériel qui est généralement utilisé pour le prélèvement surfacique, c'est un matériel qui est relativement simple. Donc, on va trouver des lingettes pré-imprégnées, type Ghost Wipe, des filtres, des compresses donc de nature diverses et variées, différentes sortes d'écouvillons. Donc ça, c'est pour le prélèvement par essuyage. Et puis pour le prélèvement par aspiration, on a essentiellement des cassettes de prélèvement qui sont donc équipées de filtres, de membranes diverses, et également équipées de ce qu'on appelle une canule de prélèvement qui est au contact de la surface sur laquelle on va prélever et qui en fait va assurer la jonction entre cette surface prélevée et le support de prélèvement. Et donc le point commun en fait de tout ce matériel, donc outre le fait qu'il est simple, comme je viens de le dire, c'est qu'il fait appel à des modes opératoires qui sont purement manuels et donc avec une incidence potentielle du facteur humain qui peut entraîner une variabilité dans les résultats entre les opérateurs, voire même sur une même personne, pour une même personne. Alors cette variabilité, elle peut avoir plusieurs raisons, plusieurs origines. Ça peut être lié à l'interprétation des consignes, ça peut être une dérive opératoire au cours du temps. Ça peut aussi, par exemple, pourquoi pas être lié à des aptitudes physiques différentes. Donc pour illustrer un petit peu cet aspect de variabilité, je vais m'appuyer sur deux études. Donc tout d'abord l'étude de Vercouteren en 2010, qui portait sur le prélèvement de particules organiques, prélèvement par essuyage. Et donc sur 20 personnes qui initialement avaient eu les mêmes consignes à la base, ils ont mis en évidence en fait des différences très importantes entre les résultats pour ces personnes en termes de pression d'appui, donc entre 4 et 14 newtons, au niveau de la superficie réellement essuyée, entre 75 et 95%, et puis aussi au niveau de la vitesse de passage de la lingette, de 45 à 280 mm par seconde. Et donc tout ça, évidemment, peut avoir une incidence sur le résultat. Autre étude, donc là c'est une étude INRS de 2017, donc qui portait, ça consistait en fait en des expériences d'essuyage à blanc. Donc à blanc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de polluant, sur du papier pressiosensible. Donc le papier pressiosensible, qu'est-ce que c'est ? C'est un papier qui va se colorer en fonction de la pression d'appui. Donc l'intensité va être plus forte, va augmenter avec l'intensité de la force qui est appliquée. Et donc ensuite, on se reporte à une abaque colorimétrique pour avoir accès au niveau, à l'intensité de pression. Et donc là aussi, sur 30 personnes, on a mis en évidence des différences significatives au niveau de la pression d'appui, donc entre 0,5 et 7 kg par centimètre carré. Et puis là, au niveau de la superficie aussi d'essuyage, la superficie essuyée, qui allait du simple au double, entre 50 et 95%. Et donc ici même conclusion, avec ce qui peut entraîner en fait une incidence sur la justesse et la représentativité d'un résultat de prélèvement. Alors, dans le but de s'affranchir de tous ces biais potentiels opératoires, on a initié une réflexion sur le développement de nouveaux outils de prélèvement. Donc, également pour simplifier et standardiser les procédures de prélèvement. Et puis, au final, pour permettre la comparaison de données entre les travaux avec un plus grand degré de confiance. Donc, c'est une étude c'est une réflexion qu'on a menée à travers la conception d'outils plus ou moins complexes. Alors un autre aspect, donc là différent, on sort de l'aspect outil, un autre aspect qui mériterait d'être davantage structuré, c'est dans l'approche et le dimensionnement d'une intervention. Donc ce que j'ai appelé peut-être de manière un peu impropre la stratégie du prélèvement. Donc effectivement, donc par rapport à cette stratégie, il y a un certain nombre de questions à se poser. Donc tout d'abord, est-ce que l'objectif de cette intervention, elle est plutôt qualitative ou quantitative ? Est-ce qu'on va être plutôt sur une analyse... Ça ne marche pas. L'animation est bloquée. Ah. Donc il y a une...
C'est bon. Il fallait un petit bug ce matin, il y en a eu un voilà, cet après-midi. Ça tombe sur la dernière. C'est cohérent. Merci aux équipes qui regardent ça tout de suite. Merci infiniment. Alors, il faut que je revienne en arrière. Voilà, c'est réparé. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je reprends en fait. Est-ce que l'intervention elle est qualitative ou plutôt quantitative? Est-ce qu'on se dirige plutôt sur l'analyse d'un seul poste? Auquel cas, on aura une stratégie de prélèvement qui sera plutôt ponctuelle ou voire concentrique. Est-ce qu'on analyse au contraire un atelier entier? Donc là, dans ce cas-là, on aurait plutôt une approche et une stratégie de type cartographie avec un maillage plus ou moins fin en fonction des objectifs des personnes. Est-ce qu'on évalue une procédure de nettoyage et également est-ce qu'on évalue le transport des polluants vers les locaux annexes? Et puis tout l'aspect statistique, c'est-à-dire le nombre de répétitions, le nombre de réplicas par zone de prélèvement, et puis quel poids appliqué à chaque prélèvement. Donc là actuellement en fait il n'y a pas de document, il n'y a pas de guide qui réponde à toutes ces questions. Et donc notre objectif ce serait de proposer un guide justement sur cet aspect de dimensionnement et de planification des prélèvements surfaciques en fonction des objectifs des opérateurs. Donc ça c'est quelque chose qu'on a en tête à court terme, disons à la fin de cette année. Alors une autre question qui revient assez souvent, c'est comment interpréter les données, que faire des résultats obtenus. Donc là, clairement, effectivement, en l'absence de valeur de référence, d'une manière générale, il n'y a pas de valeur de seuil, il n'y a pas de seuil d'action. Ce qu'il faut bien garder ici en tête, en fait, c'est que les prélèvements surfaciques ne vont pas se substituer aux autres types de prélèvements atmosphériques et biologiques, mais qu'il faut plutôt les considérer comme un outil complémentaire aux mesures atmosphériques et biologiques. Alors idéalement, qui peuvent être réalisés en parallèle de ces deux types de prélèvements pour avoir une vision un peu globale et faire une analyse complète de la situation et apporter des réponses précises par rapport à une situation professionnelle. Ceci étant, en fait, pour le moment, les prélèvements surfaciques peuvent tout à fait être faits de façon indépendante, ils peuvent être faits seuls. Et ils peuvent avoir donc de multiples intérêts, notamment un intérêt qualitatif, par exemple pour faire passer un message pédagogique et faire prendre conscience aux travailleurs de la présence de polluants dans leur environnement de travail, mais aussi dans les locaux annexes, comme les vestiaires, les salles de repos, les réfectoires, etc., où parfois la vigilance est un petit peu moins importante. Également pour réaliser par exemple des cartographies relatives, pour cibler, pour indiquer les zones à traiter et à sécuriser en priorité, donc par l'installation ou la modification de protection, d'équipements de protection collectif, voire en seconde intention d'équipements de protection individuelle. Et puis également un intérêt quantitatif. Donc on a vu ce matin qu'il existait des outils méthodologiques quantitatifs. Donc on peut tout à fait ici évaluer l'évolution d'une situation particulière au cours du temps, évaluer aussi par exemple l'efficacité d'un équipement de protection collectif, en comparant avant et après son installation ou sa modification. Et puis aussi par exemple, pourquoi pas, évaluer un protocole de nettoyage ou un protocole de décontamination de surface. Et puis enfin, une autre grande question, c'est peut-être la grande question, c'est peut-on aller vers des valeurs guides, ou plus généralement vers des valeurs d'objectifs de prévention? Donc là, évidemment, la réponse elle est forcément complexe, car les mécanismes sont complexes, on l'a vu ce matin, à la fois les mécanismes physiques, mais aussi les mécanismes biologiques. Donc ce qui est clair, en fait, c'est qu'actuellement, il n'existe pas de modèle qui soit pleinement abouti pour proposer ce genre de valeurs. Ceci étant, il y a quand même quelques pistes de modèles intéressants. Donc on vient de voir tout à l'heure la présentation de Marion, donc, qui nous a présenté le concept des valeurs guides de poussière intérieure. Donc il y a un modèle qui est basé sur l'exposition par ingestion. Donc ça, c'est un modèle qui est effectivement très intéressant et qui pourrait, pourquoi pas, être transposé aux spécificités de l'hygiène industrielle. Mais comme elle le disait, c'est un modèle qui va nécessiter l'accumulation de beaucoup de données. J'ai également présenté ce matin
une valeur cible métrologique dans le guide métropole. Donc là, c'est aussi une piste de raisonnement, avec peut-être ici la limite que c'est une valeur qui est purement métrologique et qui n'a pas vraiment de signification toxicologique. Et puis également dans la littérature, on va aussi rencontrer quelques approches, quelques modèles qui sont proposés, donc notamment Kimmel en 2010 qui avait introduit la notion de valeur limite acceptable, ce qu'ils ont appelé les ASL. Et donc là, je vois plus ce que j'ai écrit, je ne vois pas la définition, mais c'est basé sur c'est extrapolé des valeurs limites d'exposition professionnelle. Et puis plus récemment, Jean Dard, en 2018, qui a proposé un autre concept, la notion de valeur guide surfacique. Donc là, qui est basée sur la dose cutanée journalière permise. Donc voilà, donc quelques exemples de modèles. Donc, on voit qu'il existe effectivement des pistes de travail, il y a des pistes de réflexion, mais globalement, la conclusion de tout ça, c'est qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour aller vers des valeurs de référence. Et je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, William Sesteff, de nous avoir donné à travers de nombreux éléments vos perspectives, oserais-je dire, vos préconisations, tant sur la dimension stratégique des interventions que sur leur modalité. C'était bien le point central de votre intervention. Alors j'ai suivi attentivement le chat, comme je le fais pour l'ensemble des intervenants. Alors j'ai des questions assez précises. Je me permets de vous en soumettre 2 ou 3. Vous avez parlé des écouvillons que vous utilisez. Est-ce qu'ils peuvent servir pour l'analyse des métaux? Ah, tout à fait, ils peuvent être utilisés pour n'importe quel polluant. Après, l'important va être d'adapter, comme on en parlait ce matin, le liquide d'imprégnation. Il faut que le liquide d'imprégnation soit en cohérence avec le polluant prélevé. Donc là, typiquement, pour les métaux, on peut tout à fait, à mon avis, utiliser de l'eau. C'est ce qui est utilisé. Les lingettes sont imprégnées avec de l'eau. Donc si on utilise des écouvillons, on peut tout à fait aussi utiliser de l'eau. Est-ce que vous confirmez que la surface de référence pour l'essuyage est bien de 0,01 mètre carré, donc 10 cm de côté, et non de 0,1 mètre carré? Non, alors 0,1, c'est effectivement un cas particulier, c'est la superficie qui est utilisée pour le plomb actuellement. Mais globalement, dans toutes les méthodes qui existent, et notamment toutes les méthodes ASTM, le standard est de 0,01 mètre carré. William Sesteff, vous étiez au top. Merci pour cette présentation et aussi celle de ce matin. Vous avez vraiment apporté beaucoup, je crois, de pertinence dans le cheminement de nos réflexions tout au long de cette journée. Merci infiniment.